Terre de café, Delonghi et Britta présentent à l'origine les voyages de Christophe Servel à la recherche des plus beaux cafés. Ces cafés coûtent cher. Parce qu'ils sont achetés cher, parce que les volumes sont petits, parce que le travail est soigné. C'est un peu l'art du café, quoi, le grand artisanat du café. Au sud du Mexique, Jesús Salazar transforme petit à petit la région du Haut-Chiapas en une origine qui compte pour la qualité de ses cafés de spécialité. Ancien professeur de philosophie, Jesús a créé il y a 10 ans la torréfaction et le coffee shop Café au Logo à San Cristobal de las Casas, à plus de 2000 mètres d'altitude et avec une seule idée en tête, l'excellence. Impressionné par ces cafés lorsqu'il les découvre en 2019, Christophe part à sa rencontre 2 ans plus tard, en février 2021, avec le photographe et réalisateur Fabrice Le Seigneur. En pleine récolte, les 2 hommes découvrent la beauté de la région avec l'impression d'être arrivés au bon endroit, avec les bonnes personnes, dans un pays où la production du café se divise historiquement en une multitude de petits producteurs. Il y a 10 ans, Jesús a plutôt fait le pari de rassembler ses producteurs pour exporter le meilleur des cafés de spécialité, comme ceux de la famille Vasquez Santis que Christophe découvre à l'occasion de ce voyage. J'avais jamais pu en goûter vraiment, c'était des lots de cafés commerciaux, du Chiapas et d'autres régions, mais on n'avait jamais fait de Mexique en fait. J'avais compris que c'était compliqué de trouver des lots et une fois que j'y suis allé, j'ai compris pourquoi en fait. C'est Angel Barrera de Belco qui m'a parlé de quelqu'un qui s'appelle Jesús Salazar. Donc il voulait me présenter Jésus, j'ai accepté. Il m'a parlé de ce type vraiment avec des mots choisis. Et donc ça m'a donné envie d'y aller. J'avais envie de découvrir le Mexique, en plus de ça, en général. Et j'avais envie vraiment de découvrir le Chiapas. Et il se trouve que ce Jesús Salazar, qui a une société qui s'appelle Café au Logo, est basé à San Cristobal de las Casas, dans le Haut-Chiapas. Et on y est allé en plein Covid, c'est-à-dire qu'on est allé en Covid première vague. Donc ça, c'était un voyage lunaire un petit peu. On était seuls dans les aéroports, seuls dans les avions, toujours avec des cotons-tiges dans le nez. À cette époque-là, il n'y avait pas de vaccin encore. Donc ça, c'est un voyage dont on se souvient pour ça aussi. Creemos las condiciones de toda naturaleza para la máxima expresión del café y de la gente del café. Il est venu me chercher à l'aéroport, on a fait 2 heures de route dans la voiture. Je suis sorti de la voiture, j'étais hyper en confiance, on s'était raconté nos vies. Enfin voilà, on a parlé non-stop pendant 2 heures sans aucune gêne et tout. Enfin voilà, il y a des gens avec qui c'est difficile de parler, qu'on sent pas trop. Lui, c'est un philosophe poète, quoi. C'est un sacré bonhomme. Et là où on est allé, ce sont des régions autonomes mayas, donc qui sont administrées par des mayas. Suite au mouvement d'indépendance du commandant Marcos dans les années 90. Donc c'est tout ça que j'avais envie de voir. Et puis les photos que j'avais pu voir des paysages, on est vraiment très haut. Hein. On est monté dans des plantations, des plantations, si on peut appeler ça des plantations. On est monté à des altitudes à 2004, donc pour le café c'est haut et c'est froid aussi. Et cette fraîcheur-là donne un profil très particulier au café du Haut-Chiapas. Ce que je remarque, c'est que plus on est sur des températures basses, plus on a des cafés qui sont discrets. Il faut savoir les extraire. Ils sont pas bons tout de suite. Il faut les attendre. Je parle du café vert, c'est-à-dire qu'il faut les attendre avant de les torréfier. Et quand on achète un paquet de café, il faut les attendre un petit peu avant de les extraire. Mais ça nous donne des cafés discrets qui s'ouvrent un petit peu avec le temps, mais ça nous donne des cafés extrêmement fins, extrêmement propres. Ça, c'est lié aux process qui sont faits là-bas, mais je pense que cette finesse, elle y gagne encore plus en propreté quand les process sont bien extraits. Et puis, ce sont des cafés sur des notes de fruits assez variées, toujours très fines. On n'est jamais dans l'exubérance. Et moi, ça, j'aime bien. On peut être sur du citron, on peut être sur de la framboise, on peut être sur de l'ananas. On a souvent un petit côté herbacé, mais c'est des côtés que moi, j'aime pas trop, mais très agréable. C'est-à-dire ça apporte de la complexité.
parce que ce sont des cafés très très denses, donc c'est pas évident à torréfier non plus. Voilà, ce sont des cafés vraiment très particuliers et uniques. On s'est retrouvé en haut de la montagne avec une vue magnifique, donc c'est sportif. On est allé se promener 2 heures. En 2 heures, on a tout eu. On a eu de la grêle, on a eu du vent, on a eu de la pluie. On a fini par un super soleil. Donc c'est un climat rude et c'est beau. C'est d'une beauté magnifique parce que c'est à moitié sauvage, quoi. Donc on est là-dedans. On est arrivé, nous, en plus à la période ça récoltait fort. Donc il y avait des cerises. On est arrivé vraiment à la bonne période. C'est très très beau. Il y a un côté très poétique, et puis les femmes, elles se baladent là-dedans avec leurs costumes traditionnels multicolores magnifiques, leurs longs cheveux noirs, voilà, c'est unique. On voit directement qu'effectivement tous les codes sont posés, l'exigence, les baristas sont hyper formés, la machine à torréfier est juste derrière, tout est posé. On voit, ils font sur place les gâteaux. On a l'impression d'être dans un étoilé dans la mise en œuvre des choses. Tout est beau, tout est soigné. On voit les accessoires, on voit des drippers, on voit des carafes, on voit des bouilloires Ario pour ne pas les nommer. Tout est là, voilà, tout est là. On arrive un petit peu fatigué, donc évidemment je demande un double expresso. Donc on me sert un double expresso. Je bois un double expresso, je trouve ça très bon, hyper sucré, limite trop, quoi. Et j'ai une petite montée cardiaque. Et là, en fait, Jésus m'annonce qu'effectivement, un double, ils mettent 20 grammes par tasse. Donc j'ai eu 20 grammes plus 20 grammes, en fait. J'ai eu 40 grammes de café. Je ne sais pas comment le barista a réussi à équilibrer le truc. Moi, j'ai eu une montée en pression. Mais c'était bon, quoi. C'était bon. Il y a un petit côté hippie, Ibiza, très bizarre, avec énormément à chaque coin de rue, de petits trucs d'artisanat où les types font des bagues, des trucs, machin. Enfin, c'était assez étonnant. Donc, d'une beauté farouche, une architecture tout en couleur à un étage de type espagnol. Et quand on arrive dans son coffee shop, là, on a un peu les bras qui tombent. Petite arrière-cour, tranquille, avec les quelques chambres de son hôtel. On a été formidablement bien reçus, très très bien installés. On nous a proposé tout de suite de quoi nous restaurer, et alors là, fait sur un coin de table par les gens qui sont super pros, super attentionnés, super comme ça, et très discrets. Ils nous ont fait des cafés. On les a vus faire parce qu'on regarde, hein, et ça a été une claque. Là, on s'est dit, on est au bon endroit, quoi. Le Chiapas n'est pas un pays de café. C'est-à-dire que le café dans le Haut-Chiapas, ça a 50 ans. Ça a été amené par des Américains. Et les Américains, je pense, ont fait une erreur stratégique de penser qu'ils pouvaient faire des volumes au Haut-Chiapas. C'est impossible. Et donc, ils sont partis il y a une quinzaine d'années. Ils sont partis du Chiapas en laissant les producteurs avec quand même une petite culture caféière, quoi. Mais surtout, sans plus personne pour acheter leur café. Donc, ils ont abandonné les fermiers. Les fermiers ont continué à faire du café qui fonctionnait un peu sur le marché local, mais c'était des tout petits volumes. Donc, c'était une agriculture vivrière. Ils avaient du café pour eux, parce qu'ils boivent du café. Et puis, ils vendaient ça à droite à gauche sur le marché local ou aux bénéficios du coin à des prix misérables. Je me souviens, on était allé dans une cuisine d'une famille, c'était magnifique d'ailleurs, avec les rayons du soleil qui perçaient en travers les lattes de bois, la marmite de cacao qui bouillait et une caisse de Coca-Cola. Et en fait, quand on reçoit quelqu'un, ça fait bien, c'est classe, c'est chic, c'est respectueux d'offrir un Coca-Cola. Et voilà, donc ça c'est des côtés un peu tristes, un peu c'est une forme d'acculturation par les multinationales américaines, mais bon, il n'y a pas que là-bas qu'on voit ça. Alors Resous, c'est un coffee shop hôtel. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ça a réalisé mon rêve. Je monte, il m'amène dans la chambre et je me dis, il faut absolument couper cette clim, j'en peux plus d'avoir froid dans ce pays. En plus, ils mettent la clim, c'est pas possible. Et donc je demande au mec où est la clim, et le mec me dit non mais là monsieur, il y a pas de clim, quoi, c'est la température, vous allez dormir là-dedans, quoi. OK. Voilà, donc ça c'est pour dire vraiment il fait frais, quoi. Tous les toits de tout l'hôtel et du coffee shop sont exploités
pour faire sécher des cafés. Donc on est dans son hôtel, dans la montagne, avec des cerises. Il y a un côté totalement surréaliste. Ça, je l'ai jamais vu. Et ça, par contre, je sais pas si je le reverrai quelque part. On a des petits lopins de terre, on cultive pour soi. On a ses pommes de terre, on a ses tomates, on a son maïs, et puis entre les pieds de maïs, on va mettre du café. Et ça, moi, je l'ai jamais vu nulle part, répandu à une telle échelle. Et c'est là la complication de faire des beaux cafés dans les régions mayas, c'est-à-dire que la production de café ne s'est pas encore érigée en filière, quoi. Jesus, il a une vie avant le café, c'était un professeur de philosophie. Il va aux États-Unis, il voyage, il voit bien que le café, il se passe quelque chose, c'est un fou de café. Et à un moment donné, par le biais des rencontres, et l'envie de retourner dans le Chiapas, parce que lui, il est de là-bas, et de donner du sens un peu à ce qu'il faisait, il décide en fait de rentrer chez lui pour créer une filière. Donc il ouvre un coffee shop à San Cristobal de las Casas, c'est un village hyper touristique, donc ça marche tout de suite, et il a besoin de café. Donc il a son coffee shop, il torréfie, c'est ça le génie. Puis il va plus loin, il va là où le café pousse et où on le processe. Son idée, c'est quoi? C'est de se dire, j'ai envie de secouer tout ça, j'ai envie de participer à la production du café. Je vois que les paysans mayas ont été abandonnés par les ricains, ils savent plus trop quoi faire de leur café. Les mayas sont des artistes, vraiment. C'est-à-dire quand on voit la manière dont ils font les bijoux, la manière dont ils font toutes les fringues, les chaussures, tout, c'est tout dans la précision, c'est très joli et c'est très ouvragé. C'est du travail vraiment, c'est de l'artisanat d'art. Et le café, ils le font comme ça. Pero esa es nuestra misión. Jesus, il voit bien que tout est morcelé et que s'il monte pas un système, il aura jamais des cafés de qualité en quantité. Donc ce qu'il fait, il va dans 2 villages, il commence à parler à des producteurs et il dit voilà, mon projet c'est le suivant, on a besoin de café, j'ai embauché des agronomes, on va travailler les process, je monte à mes frais 2 micro-milles, un dans chaque village, pour les process des cafés, pour la fermentation. Vous voulez participer, je vous achète les cerises, le double du prix de marché. En cerises, pas en parche, le double du prix de marché en cerises. Donc les paysans, ils avaient jamais vu ça. Alors au début, grosse méfiance des Mayas, puisque les Mayas ont été quand même, et sont encore très maltraités par des autorités mexicaines depuis la colonisation. Ils le sont encore, plus ou moins, plutôt plus que moins. Et donc méfiance au départ. Et puis on a eu une famille, et puis 2, et puis 3, et puis 4. Et aujourd'hui, c'est 150 familles. Dans les villages, on processe les cafés. Les plus beaux cafés terminent sur le toit de l'hôtel. Ça, c'est absolument incroyable, faut le voir. Les plus beaux cafés sont processés par 2 types extraordinaires, passionnés, qui sont capables de dire si on processe comme ça, ça sera de la mangue. Si on processe celui-là comme ça, ce sera plutôt de la framboise. Les mecs ont fait une recherche incroyable. Et donc, Jésus, il a structuré une filière avec 2 micro-milles, le respect, la transmission d'un savoir-faire. Aujourd'hui, il y a un des milles qui est totalement dirigé par une famille, la famille Vasquez, Sanctis Vasquez, c'est celle qu'on suit nous avec le café. Quand je suis allé là-bas, je me suis dit, faisons un truc un peu cohérent. On va suivre une famille, je vais pas acheter 15 lots. Après, on a sourcé 2 lots extraordinaires. Donc, il y a une famille, la fille, elle est barista, elle participe à la production. La fille a été formée au coffee shop de Jesus. Le frère récolte aussi, les sœurs processent. Enfin voilà, on a un micro-mill qui est un projet de village et qui est devenu un projet familial. Les cafés qui sortent de là sont sublimes. Et l'autre micro-mill est administré par Jésus, mais les gens qui s'occupent sont des Mayas qui ont été formés au process. La famille Vasquez, des gens qui ont un sourire accroché au visage en permanence. Ils sont d'une gentillesse. On a été formidablement bien accueillis et tout allait de pair avec ce que Jesus nous avait raconté. On était au bon endroit avec les bonnes personnes, immédiatement. On suit la famille Vasquez parce que je pense que le fait qu'ils aient un savoir-faire de la graine jusqu'à la tasse leur permet d'être, à mon avis, les meilleurs producteurs de toutes les familles qu'on a pu goûter.
C'est un cumul de savoir-faire qui leur permet effectivement de tout contrôler. Le secret des grands cafés, c'est le contrôle, c'est le savoir-faire et le contrôle. Et cette famille-là cumule tous ces attributs. Et effectivement, ils sont les rares à faire d'aussi bons cafés avec un petit peu de volume. Ils ne mettent aucun produit chimique. Alors, c'est pas certifié. Moi, j'ai pu vérifier là-bas, à moins qu'on m'ait caché des choses horribles, mais ça se voit quand il y a de la chimie, ça se voit tout de suite. C'est peut-être aussi pour ça que leurs volumes sont petits, certainement, parce qu'on est dans un pays froid, parfois c'est humide, donc c'est pas les conditions idéales, hein, c'est pas un terroir de café à l'origine, donc voilà. Mais ce qu'ils m'ont raconté, ils ont vu trop de gens malades avec la chimie. Trop de gens malades. J'ai toute une interview comme ça où vraiment on voit que ça sort du cœur, toute la famille est là, ils ont les yeux qui montent au ciel, donc ils ne veulent plus entendre parler de chimie. Donc ça aussi, c'est vraiment c'est touchant, c'est raccord avec nous ce qu'on veut faire, et c'est aussi pour ça que ces cafés coûtent cher. C'est parce qu'ils sont achetés cher, parce que les volumes sont petits, parce que le travail est soigné. C'est vraiment de l'artisanat, c'est un peu l'art du café, quoi, le grand artisanat du café. Lorsqu'on a rencontré Café au Logo, Jesús et son frère, c'est tous les deux qui dirigent l'entreprise, 70% des cafés qui sortaient de sa filière étaient à usage domestique. Mais ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que quasiment tout était consommé à San Cristobal de las Casas. Ils ont leur coffee shop et ils livrent deux autres points de café. Et ça fait quand même un petit peu de volume pour des coffee shops. C'est dire que avant Covid, d'ailleurs on y est allé, c'était un peu dramatique, hein. Les gens étaient désœuvrés, tout le monde se plaignait, la moitié des trucs étaient fermés. Je pense que là c'est reparti, j'espère. Mais ils écoulaient des volumes de café quand même assez impressionnants. Les cafés sont restés chers, ce sont des cafés qu'on achète très très cher. Mais lorsqu'on sait ce qu'il y a dans ce paquet de café, vraiment ça vaut le coup. Si les cafés étaient pas bons, je les achèterais pas à ce prix-là. Ils sont magnifiques. C'est des cafés, pour moi, ça fait partie de nos plus jolis cafés, dans leur style. Un peu unique, c'est vrai, mais vraiment en dégustation, en cupping, ça se remarque toujours. Et donc, on est fondé, voilà, sur un prix élevé, mais sur une exigence de qualité qui est très, très importante. Je suis encore plus exigeant sur la qualité et je pense qu'on gagne encore en qualité, comme quoi c'est possible, hein, de faire de la quantité et de la qualité. Bon, je précise quand même que les quantités dans le specialty, ça n'a pas la même valeur que les quantités dans l'industrie. Hein. Ce qu'on fait, nous, par rapport à un acteur industriel, c'est pas grand-chose, mais dans le specialty, ça existe. Et donc, c'est possible de faire plus de volume et d'augmenter la qualité et d'être consistant, d'être régulier. Et Jesús, c'est ce qu'il a fait aussi à la production. Et ça, c'est un travail assez incroyable. Donc, de dire que on voit ça partout, non. Mais par contre, de dire que ça se fera de plus en plus, oui. À l'origine, remercie Brita et Delonghi pour leur soutien à la filière du café de spécialité en France. À l'origine est un podcast produit par Terre de Café et lefiltre.fr. Il a été réalisé et raconté par Stéphane Guinet et monté par Florence Ovestre avec les musiques de Yok Mok. Les extraits sonores proviennent des vidéos réalisées par Fabrice Le Seigneur pour Terre de Café. Dạ.